Quelqu'un est là, avec ses idées, ses goûts, ses humeurs, les conditions d'une vie ordinaire. Et chaque semaine, il réagit à l'histoire telle qu'elle se fait sous son regard. Cet affrontement de l'individuel et de l'universel, c'est tout le bloc-notes. Le désert entoure aujourd'hui le palais Bourbon, rendu au silence, derrière ses grilles closes et ses guérites vides. L'Assemblée de 1951 n'est plus. Le dernier parlementaire de la législature défunte a enlevé la cocarde de sa voiture, ôté l'insigne parlementaire que, chez les initiés, on appelle irrespectueusement le baromètre, et rangé l'écharpe tricolore à glands dorés qui distingue l'élu du peuple du citoyen courant. C'est maintenant l'heure de l'électeur. Et l'électeur s'apprête, comme il ne l'a pas fait depuis longtemps, à jouer son rôle. La France a voté. Toute la journée du 2 janvier, dans tous les bureaux de vote, les électeurs ont défilé en nombre, marquant ainsi une nette régression du nombre des abstentions. Il faut donc noter une victoire du sentiment civique sur l'ensemble des citoyens, dans tous les mondes et pour tous les âges. Et toute la nuit, au ministère de l'Intérieur, les reporters ont suivi en bons élèves les résultats qui s'inscrivaient au tableau de l'écran et qui peuvent se traduire ainsi. Gain des communistes qui pourtant perdent des voix, net recul des républicains sociaux, forte poussée du mouvement Poujade. Et l'on attend l'Assemblée. Avec la foule des grands jours, M. Poujade est venu en curieux assister à la séance d'investiture de la nouvelle Assemblée nationale. Les élus poujadistes se sont sagement assis sur les bancs d'extrême droite. Et après la déclaration ministérielle de M. Guimolet, l'investiture lui a été accordée par 420 voix contre 71. La volonté du gouvernement, sa tâche essentielle, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Et que faire pour cela? Reconnaître et respecter la personnalité algérienne et réaliser l'égalité politique totale de tous les habitants d'Algérie. C'est en même temps maintenir et renforcer l'union indissoluble entre l'Algérie et la France métropolitaine. Et que deviendrait la France sans l'Algérie? Et l'Algérie sans la France? Le problème algérien, devenu de première urgence, a amené à Alger le président du Conseil, M. Guimolet. Dans Alger, les magasins européens s'étaient fermés en signe de protestation contre la nomination du général Catrou et un important service d'ordre avait été mis en place. Et c'est dans une ambiance fiévreuse que le chef du gouvernement s'est rendu au monument aux morts. C'est là que les premiers incidents devaient éclater. 11 février 1956. Qu'allait-il faire à Alger? S'informer? Il n'était donc pas informé. Les réponses qu'il recevait en Algérie ne lui étaient-elles pas d'avance connues? Vous pouviez demeurer à l'hôtel Matignon, monsieur le président du Conseil. Pour vous renseigner sur place, un Aubran, un Bourgeot eussent suffi. Le voyage à Alger, un voyage d'information? Quelle innocence! Un voyage d'exécution, voilà ce qui s'imposait. Il s'agissait de faire entrer dans les faits les mesures arrêtées et mises au point à Paris par le gouvernement tout entier. Alger eût dû apprendre un matin, à son réveil, que le président du Conseil occupait le palais du gouvernement, qu'il l'occupait en force, et que la poignée de hauts fonctionnaires locaux, aux ordres des fascistes, était déjà déplacée et tenue à l'œil. Depuis que j'observe les milieux politiques, ai-je jamais rencontré chez un homme les vertus d'un chef de gouvernement? Je ne pourrais citer que 2 noms. Mais vous, qui êtes-vous? Un laïc stoïcien qui ne bronche pas sous les tomates? Chez un chef de gouvernement, ce courage-là me laisse froid, et c'est trop peu dire. Je déteste Louis XVI, le 20 juin, coiffé d'un bonnet phrygien, et faisant constater par un soldat que son cœur ne battait pas plus vite. J'aime les cœurs qui battent, et à certaines heures, furieusement. L'annonce de la démission du général Catrou arrivait enfin pour apaiser les esprits, et Alger retrouva son calme. Pourquoi revenir là-dessus? Pourquoi? Mais les forces fascistes se démasquent. Le temps n'est plus de se faire des politesses. Nous devons prendre la mesure des hommes qui occupent les postes de commandement, et donc celle de M. Guimolet. Envers celui qui a sacrifié comme entrée de jeu Pierre Mendès France et le général Catrou, je ne me sens plus personnellement lié. Le Front républicain, qu'en avez-vous fait? Qu'en reste-t-il? Il s'agit bien du Front républicain.
Cette journée du 6 février 1956 est grosse du même sombre enfant que celle de 1934. Ce front populaire, objet de votre terreur, craignez qu'il ne naisse dans la rue, qu'il ne jaillisse des pavés. Au même instant, au palais d'été à Alger, le président Guy Mollet accueillait M. Robert Lacoste, qui, ayant accepté le poste de ministre résident en Algérie, venait prendre ses fonctions. Dans le calme rétabli, on peut penser que M. Robert Lacoste va créer un climat d'entente dans une Algérie unie. De M. Edgar Faure, enverlificoté dans ses propres toiles, nous pouvions attendre la soudaine invention, le sursaut d'une intelligence rusée. Mais ce magistère immobile dans sa chair, face à une classe hurlante et qui cède aux boules de papier mâché, ne laisse aucun recours à l'espérance. Et au dehors, l'autre protagoniste, un peuple de 8 millions d'hommes, observe et attend. Déjà, les renforts arrivent à Alger. Un pont aérien va être établi qui poursuivra sans discontinuité ce transfert de force. Il s'agit avant tout de maintenir l'ordre sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. C'est la volonté affirmée du gouvernement. Ce douloureux spectacle des fermes incendiées, des troupeaux égorgés, des cadavres qui unissent dans la mort les populations européennes et musulmanes, victimes des attentats de hors-la-loi, posent en lettres de deuil le problème algérien. 11 mai 1956. Le malheur de la France ne tient pas au texte d'une constitution, mais aux hommes. Le 6 février 1956, la constitution aurait pu être la meilleure possible. M. Guy Mollet n'en eût pas reçu une tomate de moins, et il n'aurait pas jeté par-dessus bord le général Catroux d'un geste moins rapide. La réforme constitutionnelle, mais enfin M. Guy Mollet bénéficie des pleins pouvoirs, et quel proconsul a jamais détenu plus de puissance que M. Lacoste en Algérie. Or, que voyons-nous? La pacification était leur but, et ils cèdent malgré eux à la pesanteur de l'énorme appareil de guerre qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas l'article d'une constitution réformée qui fera surgir un sauveur au milieu des ruines fumantes. Ce sera l'événement qui aurait pu être conjuré. Mais là encore, tout aura dépendu du choix d'un homme. Le régime présidentiel. En France, il s'appuierait sur la droite fasciste ou sur le Front populaire. Voulons-nous faire les frais d'une guerre civile? À moins qu'il ne se trouve quelqu'un. Le général de Gaulle n'a jamais cessé d'incarner pour moi une espérance. Dans notre malheur présent, cette espérance échappe aux vagues. J'en dessine les contours. Oserais-je la définir? Il m'apparaît comme le seul Français détenteur d'une gloire assez pure et doué d'assez de prestige pour susciter en Afrique, autour de la France, une fédération de peuples libres. L'Algérie y occuperait la première place. Il noirait en quelque sorte l'incendie algérien dans cette révolution qui, pour tous les ressortissants de la France, marquerait la fin de l'ère coloniale. Il rendrait du coup à la nation française ce visage qui la faisait adorer. Il assurerait, non plus par les moyens de la force, et pour peu d'années, cette présence qui ne sera plus longtemps imposée, le jour où elle ne sera plus désirée et aimée. Le général de Gaulle est à 1000 lieues, j'imagine, de concevoir une telle pensée. Qu'il pardonne aux songeurs, car je le sais bien, ce n'est qu'un songe. Il n'empêche que le Français qui ferait de l'histoire avec ce songe pourrait s'endormir tranquille, les mains jointes sur la garde d'une épée qui ne serait plus qu'une croix.